Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière en région. Un détour d'une trentaine de kilomètres qui incommode bien des citoyens. Le pont qui enjambe la rivière Kinaujevis dans le secteur Montbrun sera refait, ce qui empêchera toute circulation le temps des travaux. S'il faut que je vienne 3 fois par jour ici, mais c'est un 180 km, donc ça n'a pas de sens. Des impacts aussi à Val-d'Or, où la troisième phase des travaux sur la 3e avenue va s'entamer lundi. On savait que ça allait être différent. Le centre-ville ici, la phase numéro 3, ça va être éventré. Des enseignants se disent sans ressources lorsqu'ils font face à un manque de respect de leurs élèves. Et Cisco en Lumière lève le voile sur sa programmation. Bon début de soirée et merci d'avoir choisi TVA pour vous informer. D'abord, la fermeture du pont de Montbrun à Rouyn-Noranda va bientôt forcer des citoyens du quartier à emprunter un détour d'une trentaine de kilomètres. Ce n'est pas rien. Il y a plus d'une centaine de résidents qui étaient d'ailleurs présents hier soir à une séance d'information du ministère des Transports. Plusieurs préoccupations demeurent, comme nous le rapporte André Audet. Le plus gros problème qui me préoccupe, c'est mes animaux. L'agricultrice Geneviève Mignot ne s'oppose pas à la réfection du pont de Montbrun annoncé par Québec récemment. Le pont qui sera complètement fermé pendant un peu plus de 7 mois à partir du mois de juin. Des travaux majeurs doivent y être effectués, notamment au niveau de la structure. Mais elle craint toutefois les contre-coups du détour d'une trentaine de kilomètres proposé par le ministère des Transports. Je me tape tout le temps 10 km par jour. 3 fois par jour. Fait que là, c'est 20 km aller-retour, 60 km aller-retour. Donc, s'il faut que je vienne 3 fois par jour ici, bien, c'est un 180 km, donc ça n'a pas de sens. J'ai quand même 150 animaux qui sont de ce bord-ci du pont. Fait que c'est sûr que s'il y a un orignal qui passe, qui brise ma clôture électrique, puis que mes animaux sortent, il faut que je fasse 30 km avant d'arriver puis de rentrer. Donc, ils ont le temps de partir assez loin dans le chemin où ça passe les autos relativement vite. Donc, c'est plus ce côté-là qui me préoccupe. Madame Mignot espère que le ministère trouvera une autre solution au chemin alternatif qu'il a initialement proposé. Ils ont une belle ouverture. Après la réunion, ils ont rencontré les producteurs agricoles. Puis ils ont quand même dit ils sont au fait de notre réalité. Et on est supposé d'avoir une autre rencontre avec eux. Puis là, bien, on va trouver des solutions ensemble. Le président de la coop de Montbrun, Michel Guay, mentionne que le commerce compte parmi ses clients beaucoup de résidents touchés par le détour d'une trentaine de kilomètres. D'après moi, il y a à peu près 40 % du monde qui de la plage, puis des autres trains qui viendront pas, là, c'est sûr et certain de ça. Là. Le ministère des Transports assure qu'il demeurera à l'écoute des citoyens touchés par la fermeture du pont. Le rang des ponts, tout le chemin de détour, il faut qu'il soit carrossable et qu'il soit sécuritaire. Alors, c'est sûr que ça a été un point pour ces gens-là qui a été soulevé là, à quelques reprises. Si tout se déroule comme prévu, les travaux devraient prendre fin dans 2 ans, soit en 2024. Ils pourraient toutefois être retardés d'1 an si aucune soumission respecte l'appel d'offres du ministère des Transports. André Audet, RMC Nouvelles, Rouyn-Noranda. D'autres travaux auront également lieu, cette fois du côté de Val-d'Or, pour la revitalisation du centre-ville. Ça va commencer lundi. La phase 3 consiste en la 3e avenue entre la 6e et la 8e rue. Mélissa, il faut dire que ça va se faire par étapes. Oui, David-Alexandre, la ville va d'abord commencer par refaire ce qui est nécessaire. En ce moment, c'est plutôt le réseau d'aqueduc. Donc, selon la mairesse de Val-d'Or, il date des années 50, donc il doit être remplacé. Les travaux vont se faire 10 mètres par 10 mètres à la fois jusqu'en juillet. Par la suite, on va faire l'embellissement du centre-ville en refaisant le réaménagement des places de stationnement ou encore des trottoirs. Et le tout va s'échelonner jusqu'en octobre. Bon, il faut savoir, David-Alexandre, que pendant les travaux, la circulation automobile va être fermée entre la 7e et la 8e rue, incluant l'intersection de la 7e rue. Et entre la 7e et la 6e rue, la circulation va être locale. La mairesse soutient par contre que les commerces touchés par les travaux vont rester accessibles à la population. Je vous laisse l'entendre. En ce qui a trait au commerce, les citoyens vont avoir l'opportunité de continuer d'entrer par en avant au moins jusqu'à la mi-juin pour pouvoir continuer d'aller faire leurs achats dans les nombreux commerces. On s'est assuré dès le mois de novembre 2022 de rencontrer ces commerçants-là et on a fait une dernière rencontre le 18 avril puis on a même invité ceux de la phase 4 pour qu'ils aient une idée comment on procède.
Donc, on vient de l'entendre, des commerçants sont touchés, vont rester ouverts malgré tout, et les autorités tentent de bien les outiller. Oui, je vous dirais que la Ville et la Chambre de commerce de Val-d'Or ont offert de l'accompagnement aux entreprises touchées par les travaux. Et depuis janvier, à peu près, un consultant externe accompagne les propriétaires pour qu'ils se préparent, mais également pour savoir un peu comment gérer cette situation de travaux. Une vingtaine d'entreprises ont participé aux séances d'information et de formation, selon la directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or. Et d'ailleurs, on peut voir, David Alexandre, quand on se promène au centre-ville de Val-d'Or, que certains commerces ont déjà mis en place des indications aux citoyens pour qu'ils puissent toujours y accéder en tout temps. Il y a des portes à l'arrière qui vont être aménagées. Et même si quelques inquiétudes persistent encore, la présidente du regroupement des affaires des gens de Val-d'Or affirme que les entreprises ont les outils pour faire face aux travaux. Je vous laisse entendre la directrice générale et la présidente du regroupement. On a passé vraiment beaucoup d'heures, près de entre 75 et 90 heures qu'on va passer avec nos commerçants pour dire, bon, mais comment on se positionne? Comment, dans ton commerce, à toi, comment on doit faire face à cette réalité-là, que ce soit du marchandisage, l'accès peut-être par les portes arrière, comment faire affaire avec nos médias plus connus aux médias sociaux. Bref, c'est à eux de choisir. Fait qu'on a vraiment été dans de l'accompagnement personnalisé. Ils ont offert des heures gratuitement pour nous aider dans notre affichage, marketing, au niveau de les commerçants qu'on doit passer par l'arrière. Les craintes vont rester là. C'est sûr qu'on va le vivre au quotidien, mais par certaines actions, autant par la Ville, la Chambre de commerce ou le regroupement, on essaie de faire en sorte que les gens vont venir pareil au centre-ville. On se souvient, David Alexandre, que les changements apportés à cette phase, notamment par le réaménagement des stationnements, avaient créé beaucoup de divisions au sein des commerçants. Et c'est pour ça qu'il va y avoir le lancement des avenues de la 3e le 9 mai prochain. C'est un mouvement d'action plutôt positif pour la revitalisation du centre-ville de Val-d'Or. Ça reste à suivre. Merci beaucoup, Mélissa. Je vous en prie. Et à la question du jour, on vous demandait, êtes-vous affecté par des travaux routiers dans votre quotidien? Vous avez répondu non à 80 %. On va aller voir quelques-uns des commentaires publiés sur notre page Facebook. D'abord, Viviane nous dit que pour être affecté, il faudrait d'abord qu'il y en ait des travaux routiers. Les routes de l'Abitibi sont l'enfer, dit-elle. Richard, lui, se dit plus affecté par le manque de travaux sur les routes. Et pour conclure, Thérèse affirme que notre réseau routier est en ruine et on ne voit pas de cône orange pour démontrer qu'ils vont s'en occuper, alors ça ne peut pas nous déranger. Vous avez sans doute entendu les propos de cette enseignante de première année qui terrorisait ses élèves en hurlant en pleine classe. Elle a depuis été suspendue. J'en discute avec le président du syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi, Yvan Dallaire. Donc d'abord, M. Dallaire, sans parler de cette situation particulière, est-ce que vous constatez qu'il y a certains de vos enseignants qui se font manquer de respect eux aussi? Oui, effectivement, même dans certaines de nos écoles sur notre territoire, là, il y a des enseignants, là, ça fait partie de leur quotidien, là, de se faire crier après, de se faire même cracher dessus, bousculer, même frapper à l'occasion, se faire mordre. Et puis, bon, là, ce qu'on déplore, là, c'est que ça semble être banalisé, ces gestes-là. Donc, effectivement, là, ça, on en entend, on a encore des cas là, qui nous ont été signalés dernièrement. Et à votre avis, quand un enseignant dénonce un manque de respect d'un élève, est-ce que c'est pris autant au sérieux que si c'est un enseignant qui insulte, par exemple, ses apprenants? Vous savez, bien souvent, comme je viens de dire, souvent on banalise, on semble banaliser ces gestes-là. Et puis, des fois, on se fait dire, surtout quand c'est les plus jeunes élèves, on se fait dire, ben, tu sais, pauvre petit pit, tu sais, c'est un petit peu normal, là, il est bouleversé ou peu importe, là, mais tu sais, autant la direction, puis même souvent, j'imagine qu'au niveau des parents, c'est banalisé aussi ces gestes-là, malheureusement. Donc, est-ce que ça prend de meilleurs outils pour accompagner les enseignants? Qu'est-ce que vous suggérez? Je dirais, bon, quand une enseignante ou un enseignant là, dénonce une situation, nous, on est en droit de s'attendre que la direction va prendre action immédiatement, parce que là, ça devient là, du ressort de la direction. Donc, on s'en droit de s'attendre que la direction prenne action immédiatement, rencontre les parents, puis essaie de trouver des solutions. Mais quand c'est banalisé au niveau de la direction, imaginez si quand on arrive au niveau des parents, souvent, c'est la même chose, là, malheureusement. Fait que les enseignants, les enseignantes, dans ce temps-là, ben, je veux dire, ils continuent
d'endurer ça là, jusqu'à temps, finalement, souvent, de même songer à quitter leur emploi. Merci, M. Dallaire. Ça me fait plaisir. À la prochaine. La Société québécoise du cannabis annonce la reprise de ses services à sa succursale du boulevard Rideau à Rouyn-Noranda. Les activités étaient interrompues en raison d'une grève impliquant 24 des 26 succursales qui sont représentées par le syndicat canadien de la fonction publique. La SQDC espère toujours en arriver à une entente négociée à la satisfaction des parties parce qu'il y a toujours négociation avec le ministère du Travail. Présentement, le principal point en litige demeure celui du salaire puisque tous les éléments normatifs ont été réglés depuis déjà quelques mois. Des dizaines d'agents de sécurité de la région qui étaient à l'emploi de l'agence de sécurité Neptune n'ont pas été payés. C'est que l'entreprise qui possède des bureaux à Québec, Laval et à Toronto a fermé ses portes mardi. La compagnie opérait en omettant de déclarer ses réels dirigeants et a donc été bannie par l'Autorité des marchés publics. En Abitibi-Témiscamingue, Neptune était contractuel, notamment pour les palais de justice et l'université. L'agence de sécurité avait laissé plusieurs employés sans réponse dans les dernières semaines, alors qu'ils souhaitaient obtenir rémunération pour leurs heures de travail. Pour l'une des employées impayées à Rouyn-Noranda qui souhaite garder l'anonymat, c'est des pertes monétaires qui représentent plusieurs milliers de dollars. La plupart de mes collègues à l'extérieur, comme en Abitibi, eux, ils n'ont pas été payés jeudi passé. Puis, moi, dans mon cas, c'est juste ma paye de vacances, mais on parle quand même dans les 4 chiffres pareils. Là, puis... Au culturel et à la météo, on est très heureux d'accueillir une nouvelle collègue dans l'équipe, Stéphanie Dubuc. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, David-Alexandre. C'est un plaisir de me joindre à l'équipe de TVA Nouvelles Abitibi. Surtout de venir couvrir les événements en Abitibi-Témiscamingue. Écoutez, présentement, parlant de plaisir, on risque d'en avoir beaucoup cet été, surtout avec le dévoilement de la programmation du Festival Ostico en Lumière qui a lieu ici, au quartier général de Rouyn-Noranda. Je vous invite à rester pour la chronique culturelle. On en parle en détail. À tout à l'heure. Un nouveau système de réservation en ligne est rendu disponible par la corporation Taxibus de Val-d'Or. La demande de transport sera maintenant immédiatement jumelée selon les horaires en vigueur au prochain départ. Le déplacement aller-retour sera aussi gratuit vers les épiceries tous les jeudis pour les membres. On souhaitait vraiment favoriser l'accès, ça nous était demandé depuis fort longtemps, l'accès vers les épiceries. Alors maintenant, ce qu'on va offrir, c'est dans le fond la gratuité vers l'ensemble des épiceries là, sur le territoire de la ville de Val-d'Or. Donc, il faut tout simplement appeler, faire sa réservation en mentionnant que c'est pour faire une épicerie. RLC Média Abitibi-Témiscamingue est à la recherche de journalistes. Une chance inouïe de faire du journalisme télé aux bulletins régionaux de TVA est nouveau. Travail stimulant dans une équipe dynamique. Joins-toi à nous. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. À venir, on sait maintenant ce qui nous attend pour la prochaine édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Il n'y a pas que des rencontres d'auteurs qui sont au menu. Tous les détails au retour de la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Après avoir tenu la cantine lors de la dernière saison de hockey, Antoinette Pierre-Morton dirigera la cuisine du club de golf de Témiscamingue. La clientèle retrouvera les plats d'Antonias, les mets inspirés de la cuisine des Caraïbes, en plus de découvrir de belles nouveautés. La plateforme de commande et de paiement en ligne permettra aussi aux golfeurs et à la clientèle des environs de récupérer leur repas au comptoir. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. On rejoint Stéphanie en direct du QG de Rouyn-Noranda. Il y a de l'ambiance visiblement derrière vous. C'est le grand dévoilement du festival Ostico en Lumière qui va se tenir du 25 au 28 mai. Oui, effectivement, les gens étaient très fébriles au dévoilement de la programmation
du festival Ossisco en lumière qui a lieu ici au quartier général de Rouyn-Noranda. Et pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ce festival-là, écoutez, c'est quand même assez intéressant de savoir que ça dure durant 4 jours. On a tout plein d'artistes qui vont être là, 29 artistes au total pour venir sur les scènes. Donc, pour ceux et celles qui seraient intéressés, les billets sont déjà en vente sur le www.ossiscoenlumière.com. Petit rappel également, pour ceux qui se demandent qui feront partie de la programmation, on a eu la chance de s'entretenir avec le directeur général Frédéric Roy-Hall. Voici ce qu'il avait à dire. C'est sûr qu'on en a beaucoup qui vont être là, mais si on en a nommé quelques-uns, nos gros noms cette année, c'est sûr qu'on va recevoir Charlotte Cardin après son succès des 2 dernières années qui est incroyable. C'est un honneur énorme de la recevoir. C'est une des 2 seules dates dans l'année en festival au Québec, donc on est très contents. On a aussi 3 Days Grace qui va venir, qui est un groupe qui a presque plus besoin de présentation. Ensuite, on a les Lendemains de veille qui va signifier notre 4e journée à Ossisco en lumière cette année, un petit ajout qu'on fait, ainsi que Deadmau5 qui est un des premiers gros spectacles de musique électronique qu'on va avoir en Abitibi-Témiscamingue. Donc, pour les intéressés, www.ossiscoenlumière.com. Faites ça vite parce que ça part vraiment comme des petits pains chauds. J'imagine. Maintenant, on passe d'un lancement à un autre. Ce matin, c'était la programmation de la 47e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue qui était dévoilée. Oui, effectivement, grosse journée de lancement ici en Abitibi-Témiscamingue, Salon du livre qui va se tenir du 25 au 28 mai prochain. Sous le thème « Juste un chapitre de plus », 45 auteurs invités ont été dévoilés ce matin même. Écoutez, on parle de tout plein d'activités gratuites pour les plus grands, mais pour les enfants également. On a des quiz littéraires, des soirées de poésie, des spectacles de musique, de la littérature autochtone qui sont au programme, en plus d'avoir la chance de rencontrer ses auteurs préférés. Et comme c'était pas assez, belle nouveauté cette année, David Alexandre, l'Association des libraires du Québec sera également sur place afin de faire ses prescriptions littéraires. Donc, le comité organisateur se dit très fébrile à un mois du début du salon. On écoute ce qu'ils avaient à dire. En primaire, non. En fait, ben oui, plusieurs auteurs vraiment intéressants. Donc, Biz, on parle de Yves Pépelletier, on parle de Mathieu Dupuis avec son nouveau livre, on parle aussi de Catherine Perrault qui vient de sortir L'Élu aux éditions du Quartz, on parle de Sophie Bienvenue, on parle, on parle de Claire Bergeron, de Lise Bissonnette, on parle aussi, de Victoria Charlton. Donc, pour les amateurs de lecture, on vous attend du 25 au 28 mai prochain du côté de Rouyn-Noranda pour le Salon du livre en Abitibi-Témiscamingue. L'appel est lancé avec 45 auteurs. Il ne manquera pas de choix. On se retrouve tout de suite. À venir, Brad Yetman ne sera pas de retour derrière le banc des joueurs des Huskies de Rouyn-Noranda pour la prochaine saison. La direction générale ne se dit pas satisfaite des performances de l'équipe lors de la dernière saison. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont décidé de ne pas renouveler le contrat de leur entraîneur-chef Brad Yetman. L'organisation évoque notamment un manque de constance dans la deuxième moitié de la dernière saison. Yoann Carrière fait le point. Après 4 saisons derrière le banc des Huskies, dont 2 comme entraîneur-chef, Brad Yetman ne sera pas de retour avec la meute l'an prochain. Même si l'équipe a dépassé les attentes de plusieurs et a démontré une bonne progression sur la patinoire, le directeur général Yannick Gaucher n'était pas entièrement satisfait des résultats et a choisi de faire un changement en vue de la prochaine saison. C'est pas parfait. On est conscient que les résultats étaient là, mais le processus pour arriver au plan, nous, il faut respecter le plan. Puis notre plan, c'est de gagner. On pense qu'en faisant ce changement-là, ça va nous permettre d'aller plus loin. L'entraîneur adjoint Reggie Bois ne sera pas de retour, lui non plus, mais le reste de l'équipe d'entraîneurs est toujours sous contrat. Pour ce qui est du remplaçant de Brad Yetman, l'équipe est confiante d'arriver à trouver la bonne personne. Plusieurs candidats auraient d'ailleurs déjà fait part de leur intérêt. À la minute que l'annonce a été faite, ça rentrait déjà dans mon téléphone. L'organisation des Huskies de Rouyn-Noranda, depuis plusieurs années, une réputation incroyable. Puis pour personne qui ne veut pas venir ici, tant autant les joueurs que le staff.
Donc ça, j'ai aucune inquiétude qu'on soit capable de dénicher la bonne personne. Les Huskies ont aussi présenté leur approche pour la saison morte. L'équipe veut évidemment se trouver un entraîneur-chef d'ici le prochain repêchage, mais le dossier des joueurs de 20 ans fait aussi partie des priorités de Yannick Gaucher. C'est vraiment important d'avoir ces modèles-là pour la suite. Fait que oui, on va travailler pour les 2-20 ans qui sont dans les cases disponibles. L'addition d'un attaquant, peut-être un défenseur, gardien de but, on ne sait pas encore. On va prendre le temps d'analyser tout le travail que Kyle a fait cette année avec Danny Sabourin. Puis à partir de ça, on va prendre des bonnes décisions pour l'organisation. Avec un noyau expérimenté, les Huskies visent les grands honneurs l'an prochain. Yannick Gaucher veut s'assurer d'ajouter toutes les bonnes pièces manquantes à son casse-tête, mais ne veut pas hypothéquer le futur de son équipe en le faisant. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La loterie du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec se déroulait hier soir. C'est les Wildcats de Moncton qui pourront repêcher en premier lors de l'encan avec le choix des Foreurs de Val-d'Or. Mais malgré tout, l'équipe de Maxime Desruisseaux pourra parler au 4e rang avec le choix des Sea Dogs de Saint-Jean. À noter que le Varéor n'avait pas repêché dans le top 5 depuis 2019. Le repêchage 2023 de la LHJMQ va se dérouler le 10 juin à Sherbrooke. Le club école du Lightning de Tampa Bay, le Crunch de Syracuse, a accordé un contrat de la Ligue américaine de 2 ans à Tristan Allard. Cette saison, l'attaquant de 20 ans avait été le meilleur pointeur des Huskies, 77 points en 68 matchs. Il avait ajouté 8 points en 9 matchs en séries éliminatoires. Allard a aussi signé un essai amateur qui va lui permettre de se rapporter au Crunch pour la fin de la présente saison. Les portées de la première édition du Raid de Témiscamingue sont de niveau international. C'est du moins ce qu'affirme l'organisation un an après la tenue de sa première édition en 2021. En plus d'être diffusé dans les médias traditionnels, le reportage The Outdoor Sports Show 2023, tourné lors de l'événement, est disponible sur Vimeo et YouTube. Selon l'organisation, cette visibilité est évaluée à plus de 15 millions de dollars pour le Témiscamingue. Ce n'est pas rien. La deuxième édition de l'événement va par ailleurs se tenir du 7 au 10 septembre. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Côté météo, Stéphanie, Dame Nature va nous faire patienter très longtemps avant qu'on puisse revoir le beau temps. Oui, comme vous pouvez le constater présentement, c'est pas très ensoleillé. Hein? On va devoir s'armer de notre parapluie. C'est des nuages pour l'Abitibi-Témiscamingue. On a quand même 60 % de probabilité d'averse pour ce soir et cette nuit. Pour le Témiscamingue, écoutez, c'est des nuages également avec un maximum de 3 degrés. Pour demain en Abitibi, alternance de soleil et nuages, 60 % de probabilité d'averse avec 15 degrés. Au Témiscamingue, maximum de 15 toujours sous les nuages. Et un aperçu pour après-demain en Abitibi, c'est de la pluie avec un maximum de 9 et de la pluie pour le Témiscamingue avec un maximum de 8 degrés. On va devoir s'armer de patience et profiter du mauvais temps pour regarder nos meilleures séries télé. Il n'y a pas d'autre choix, oui. Merci Stéphanie. Et merci à la maison d'avoir été là ce soir. Ne manquez pas le TVA Nouvelles de 22h avec Pierre-Olivier Zappa. Moi, je vous retrouve avec toute l'équipe demain à 12h13. Excellente soirée à notre antenne. À demain.